C'est ça que ça veut dire. On est en train d'aller vers la fin de la mondialisation. À tout à l'heure. Chacun reprend le contrôle de sa monnaie. Chacun reprend le contrôle de sa monnaie, ce qui à terme veut dire que si vous manipulez votre monnaie à la baisse, les autres ont tous les droits de se protéger contre des envahissements monétaires ou des assèchements monétaires qui seraient complètement incontrôlables. On a vu ça avec la Suisse. Alors après, chacun a-t-il raison de le faire? Voilà. Mais est-ce qu'on a le choix? Y a-t-il une autre solution? Je ne sais pas. Quand quelqu'un a commencé... à la Madeleine. Oui, quand quelqu'un a commencé, la contagion est là. Charles met le débat assez haut, c'est bien, oui, mais... là, on est parti très high level, comme j'ai lu hier sur un tweet. Je partage son analyse, je voudrais simplement ajouter quelque chose. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que la première crise financière que l'on a connue, qui était la crise du système bancaire révélée par le système des subprimes, est une crise qui était, au fond, une crise du modèle bancaire, qu'on n'a pas encore complètement résolu, mais la recapitalisation des banques a eu lieu aux États-Unis, pas encore complètement en Europe, mais on voit la reconfiguration au fond quand même en marche. La deuxième crise, qui est beaucoup plus grave, c'est la crise des dettes publiques et au fond la crise du modèle des banques centrales et du système monétaire international. Et elle était peut-être en gestation depuis des années, parce que question monétaire, c'est la grande question, bien évidemment, avec la mondialisation. Est-ce que nous avions le système monétaire international qui correspondait à la mondialisation? La réponse est clairement, à mes yeux, non. Nous avons une crise, au fond, latente, ça va peut-être mettre des années, mais nous avons une crise latente du système monétaire international. Charles a l'air de dire... comme nous n'avons pas le système monétaire de la mondialisation, c'est la mondialisation qui va en faire les frais. C'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est que le système monétaire va bien être obligé, mon gré mal gré, de s'adapter. Alors, effectivement, on ne voit encore rien qui aujourd'hui nous indique des mutations en cours, mais cette guerre des monnaies fera bien trouver une solution. Alors, ça sera la déflation, ce sera l'inflation, ce sera l'invention de nouvelles monnaies, je ne sais pas. Mais il y a énormément de points d'interrogation et Charles a raison de les poser. C'est-à-dire que derrière cet optimisme un peu béat, aujourd'hui tout va bien, il y a des inquiétudes structurelles sur le modèle même de la mondialisation. Je pense qu'on trouvera des solutions, mais c'est vrai que je ne vois pas encore lesquelles. C'est une nouvelle forme de protectionnisme d'une certaine manière. Je ne crois pas. Mais bon, Jean-Pierre Petit, réaction à impossible. Moi, ce schéma. Je voudrais juste rappeler le contexte général. Aujourd'hui, la dette publique est privée. Oui. Des entreprises non financières et des ménages atteint dans le monde riche, dans le monde développé, 270% du PIB. C'est le niveau record historique du temps de paix. Voilà. Alors après, comment on gère ça? Surtout quand on fait pas beaucoup de réformes structurelles. Écartez un peu le micro, Jean-Pierre. Voilà. Comment on gère ça? On le gère en faisant ce que font... Enfin, l'une des solutions, la condition nécessaire, c'est de le gérer comme le font les banques centrales. En baissant au maximum les taux nominaux et en essayant de faire baisser même les taux réels. Et c'est ce qu'essaye de faire la Banque du Japon sous la pression de Shinzo Abe, aujourd'hui au Japon. Parce que le seul pays où les taux réels sont encore positifs, c'est au Japon, enfin dans le monde riche, dans les grands pays du monde riche. C'est le Japon parce qu'il est rentré en déflation. On ne résout aucun problème de dette quand on n'a pas de croissance nominale. C'est ça la véritable question. Alors je suis d'accord. On vit, de toute façon, moi je pense que depuis 25 ans, on vit en économie de bulle et on est obligé d'avoir une bulle obligataire. Et c'est vrai que les banques centrales qui, jusqu'à présent, géraient l'économie de bulle de façon assez traditionnelle, à chaque fois qu'il y avait une crise financière, baissaient les taux uniquement. Là, elles ont carrément pris dans leur portefeuille des obligations publiques. Et donc, il y a une de toute façon, les taux sont à zéro. On va pas en dessous de zéro. Elles ont pris un risque patrimonial, elles ont été obligées de se substituer aux investisseurs privés en prenant un risque patrimonial. 3 trillions pour la Fed. Voilà. Oui, mais voilà, c'est ça qui me fascine. Ce sont les montants que nous avons atteints aujourd'hui. La crise aussi est fascinante. C'est-à-dire que si on n'avait pas eu ça, où est-ce qu'on serait aujourd'hui? C'est ça la vraie question. 2007-2009, c'était le sommet de l'économie de bulle. On aurait pu avoir la mère de toutes les crises, se substituant à 1929. Voilà, donc on a pris le risque d'éviter le scénario repoussoir de 1929 et les banques centrales ont pris un risque patrimonial en intégrant, et c'est vrai qu'il y a confusion entre la politique budgétaire et la politique monétaire. Après, moi ce que je dis toujours, on est obligé de vivre dans l'économie de bulle. Voilà, c'est comme ça. Après, il ne faut pas vivre de l'économie de bulle, faire comme la France pour utiliser la bulle obligataire pour gérer l'immobilisme. Il y a des petits pays qui, en 25 ans d'économie de bulle, s'en tirent pas trop mal au point de vue de la croissance potentielle. On a mentionné tout à l'heure l'Australie, la Suède, la Suisse, etc. Alors, ils font pas exactement la même chose sur le plan des banques centrales, mais ils participent complètement à l'économie de bulle. Ils s'en tirent bien. L'Amérique, quand même, fondamentalement, s'en tire beaucoup mieux
que l'Europe, dans cette crise, si on faisait le bilan au bout de 5-6 ans de crise, le bilan est largement positif, en relatif, aux États-Unis qu'en Europe. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on fait de cette économie de bulle? Qu'est-ce qu'on fait de ces taux réels négatifs? Est-ce qu'on en profite pour essayer de changer le système productif ou on en profite pour gérer fondamentalement? Est-ce que je pourrais rajouter quelque chose bien sûr. ici? Allez-y, Charles Gave. Les taux réels négatifs, c'est une vieille idée keynésienne, c'est l'euthanasie du rentier. C'est-à-dire que tout vient du fait que des gens thésaurisent. Bien, mais si vous maintenez des taux d'intérêt réels négatifs, qu'est-ce qui se passe? Vous maintenez en vie toute une série de sociétés qui auraient dû disparaître. C'est-à-dire que dans la création destructrice, chère à ce bon Schumpeter, vous empêchez la destruction. En empêchant la destruction, vous empêchez la création ipso facto. Eh bien, ce que ça veut dire, c'est tout simple, c'est que des taux réels négatifs, et je l'ai montré je ne sais combien de fois dans les études que nous avons faites, amènent toujours un ralentissement durable de l'économie. C'est-à-dire parce que par mauvais investissement. Ça se passe toujours. Toutes les grandes périodes de taux d'intérêt réels négatifs ont été suivies par des périodes de baisse du taux de croissance structurelle. Par exemple, les États-Unis aujourd'hui, sur les 7 dernières années, le revenu disponible par habitant a baissé pour la première fois depuis 1945, moyen, en termes réels. Donc, la solution qui est choisie, c'est une solution qui est criminogène, qui tue la croissance, puisque ce qui fait la croissance, c'est dans le fond la distinction entre les bons et les mauvais investissements, ce qui n'est plus possible aujourd'hui. Donc, vous ne pouvez pas faire marcher le capitalisme si vous n'avez pas un coût du capital. Aujourd'hui, nous n'avons pas de prix de marché pour les taux courts, nous n'avons pas de prix de marché pour les taux longs, et nous n'avons pas de prix de marché pour les taux de change. Ce qui veut dire comment exactement faites-vous pour gérer une économie dans ce cas-là? Donc la seule solution pour l'investisseur, c'est d'échanger de l'argent contre du capital. Parce que l'argent devient suspect. Ce qui ne veut pas dire qu'il va y avoir hyperinflation, qu'il va y avoir... Je ne sais pas. Mais ça veut dire que garder de l'argent aujourd'hui en cash ou en obligation, c'est quand même un truc très très bizarre. Il faut vraiment aimer perdre de l'argent, quoi. Et on perd de l'argent sur le monétaire partout dans le monde. Et sur l'obligataire. Et sur l'obligataire, absolument. Là, par rapport à ce que vient de dire Charles, je dirais deux choses. C'est pour ça, Charles Gave, que les actions remontent aujourd'hui. Oui, mais c'est pour ça. C'est tout simple. Non, mais je ramène un peu J'arrive aux actions simplement par défaut. C'est la seule chose que vous pouvez avoir. Alors, moi, sur le processus de destruction créatrice, je voudrais juste te dire que les taux réels sont négatifs aux États-Unis. Ça n'a pas empêché un processus de destruction créatrice. On a perdu 9 millions d'emplois quand même privés durant la crise. L'immobilier résidentiel qui était à la source de la crise, c'est quand même ajusté. Ça a été entretenu quand même par la grande artillerie américaine, mais il y a quand même eu un ajustement extrêmement puissant, largement supérieur à ce qui s'est produit en Europe. Il y a quand même eu des destructions de capacités dans toute une série de secteurs et recréation de capacités. Donc, c'est pas parce qu'on vit dans l'économie de bulle ça empêche totalement le processus de destruction créatrice. Et j'ajouterais un autre argument. Il faut voir l'arbitrage. C'est-à-dire le trade-off dans lequel on était en 2008, c'est-à-dire soit on acceptait le processus de destruction créatrice dans toute sa pureté, si je puis dire, et là, à ce moment-là, on avait un processus déflationniste absolument gigantesque. Obama a été réinvesti dernièrement, là. Je rappelais ça l'autre jour avec Stéphane Soumier. Lorsqu'il a ouvert pour la première fois la porte du bureau ovale en janvier 2009, l'économie américaine se contractait à hauteur de 6% l'an quand même, 6% l'an. On perdait à peu près de 750 000 emplois par mois. Alors là, aujourd'hui, ça va mieux, on est content, mais il faut voir dans quelle situation on était. On était dans une situation dépressive. Il faut faire une... Non, mais attendez, il faut faire une... Non, il n'est pas question de laisser faire les choses. Et Alain Madelin. Il n'est pas question de laisser faire les choses. Il y a une différence essentielle. Je n'ai rien contre le quantitative easing. Remettre de l'argent dans le système pour éviter qu'il y ait une déflation, c'est ce que Milton Friedman aurait recommandé. Ce que je dis simplement, c'est que vous pouvez remettre de l'argent dans le système en maintenant un coût du capital normal. Le drame, c'est qu'il n'y a plus de coût du capital. C'est pas qu'on ait remis de l'argent dans le système. Le drame, c'est les taux d'intérêt réels négatifs. Parce que ce que vous faites, c'est que vous transférez de l'argent de gens qui savent quoi en faire, les épargnants, pour le donner à des gens comme l'État qui font n'importe quoi. Donc, si vous voulez, la création destructrice pour résoudre la crise, il faut qu'elle ait lieu dans le système public. Or, c'est là, le taux d'intérêt réel négatif empêche tout ajustement budgétaire puisque ça ne coûte plus rien de financer le déficit budgétaire. Ce qu'il y a dans le déficit budgétaire, c'est le financement de la dette. Ça n'est pas la taille de la dette, c'est le financement. Donc, on se retrouve dans un système où vous subventionnez l'État par des taux d'intérêt réel négatifs. C'est ce qui se passe en ce moment. Ouais. Mais là, ce qui se passe aussi, c'est que... Réaction d'Alain Madelin, Alain Madelin, allez-y. Oui, enfin, c'est vrai qu'une économie de marché, pour fonctionner, elle a besoin de vrais prix fixés par des marchés. Dieu sait si vous nous l'avez dit. Et
réparer le mécanique des prix, c'est la tâche fondamentale des politiques. Or, sur les monnaies, sur les taux d'intérêt, sur le capital, les prix aujourd'hui mentent. Ça ne veut pas dire que le capitalisme ne fonctionne pas, car la force des entrepreneurs capitalistes est extraordinaire. Vous leur mettez des obstacles, vous leur mettez des signaux qui ne fonctionnent pas, ils cherchent quand même à se débrouiller. Et si vous avez des taux d'intérêt réels négatifs, c'est vrai que c'est permet de maintenir artificiellement des secteurs condamnés, mais ça vrai aussi que ça permet massivement d'investir dans l'innovation. Donc, toute médaille a son revers. Et ce que je crois, c'est que dans ce monde très compliqué, où il y a énormément d'inconnus, où des tas de prix, je sais bien que ce sont des prix qui mentent, mais il y a des gens qui sont à la découverte permanente de la bonne information, de la bonne solution. Et cette instabilité générale, elle est partiellement compensée par la mobilité des facteurs. C'est-à-dire qu'à chaque instant, je vais passer d'un secteur à un autre, passer d'un pays à un autre, passer, etc., etc. C'est pour ça que si cela devait conduire à une fermeture, là, nous aurions l'explosion du système. Et c'est la raison pour laquelle j'ai le sentiment qu'il y a une pression à l'ouverture, à la mondialisation, qui est une des conditions nécessaires pour vivre dans un système aussi instable. Le problème, c'est que vous nous expliquez qu'il faut un Bretton Woods 3 ou 4 pour réussir. Oui, fondamentalement, voilà. Fondamentalement, oui. Mais je ne vois rien, ni dans les esprits politiques, ni dans les esprits économiques, quelque chose qui prépare, au fond, ce qui pourrait être une nouvelle approche des banques centrales ou un nouveau système monétaire international. Et pourtant, c'est une urgence. J'aimerais dire un mot sur la Chine à ce propos. Parce qu'il se passe un phénomène extraordinairement important en Chine. Le voilà, c'est que la Banque centrale chinoise s'est rendue compte que toute la liquidité en Asie était une liquidité dollar. Quand ils n'ont pas pu avoir de dollars, quand Lehman Brothers a sauté pendant 2 ou 3 mois, tout le commerce interasiatique s'est écroulé. Donc aujourd'hui, la Banque centrale chinoise va voir toutes les autres banques centrales, y compris le Brésil, l'Argentine, la Russie, etc., et l'Afrique, en leur disant, voilà ce que je vous propose. Je vous donne un swap quasiment infini. Vous me donnez autant de Thai baht, s'ils sont avec la Thaïlande, que vous voulez, je vous donne des contre-valeurs en renminbi. Ils font la même chose avec la Corée, avec la Russie, etc. Et ce qu'ils cherchent à faire ensuite, c'est de dire, quand vous aurez des problèmes, si vous ne pouvez pas trouver de dollars, vous, Thaïlande, vous, Corée, vous pourrez régler votre commerce entre vous en renminbi. Donc, la Banque centrale chinoise est en train d'essayer de transformer le renminbi en une monnaie internationale, ce qui veut dire qu'ils sont la seule banque centrale à dire « je vous garantis que ma monnaie va être une monnaie forte ». Quelque part, quand tout le monde est en train de devenir keynésien, les Chinois sont en train de devenir autrichiens. Ce que je trouve extraordinairement passionnant. Parce que ça veut dire qu'ils sont en train d'essayer de créer une zone de stabilité monétaire en Asie pour créer une liquidité d'origine asiatique, ce qui va changer complètement la donne pour l'Asie. Donc, les Chinois ont déjà compris et sont déjà en train de faire ce qu'il faut. Quand Charles Gave parle d'Autrichien, c'est l'école autrichienne, hein, Friedrich Hayek. Et voilà. Juste dire on va marquer une pause, Jean-Pierre Petit, on va la marquer absolument. Je vais revenir un petit peu sur des questions un petit peu plus bas de gamme, j'ai envie de dire, dans la deuxième partie de l'émission, parce que là, on a hissé le débat quand même à un niveau un peu stratosphérique. Quand même, est-ce qu'on a retrouvé la maîtrise de notre destin en zone euro? Est-ce qu'il faut lâcher un peu sur l'austérité? Et puis vous me direz quand même ce qu'il faut attendre ou souhaiter de la nouvelle position britannique dans l'Union. À tout de suite. Tout d'abord un point sur le temps et la circulation en Ile-de-France sur BFM